Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Joël Crampel est le nouveau président du SMTVD. Élu du Lamentin et de la CACEM, il succède à Belfort Birota. À la tête du syndicat de traitement des déchets, il devra faire face à de nombreux défis, dont celui du redressement des finances de la structure. Dans ce journal aussi, vous entendrez l'inquiétude des agriculteurs de l'île. Ils tirent la sonnette d'alarme face au manque d'eau, une situation créée par la sécheresse actuelle, mais aussi par des travaux laissés à l'abandon. Et puis la Martinique à travers l'œil de Béni. Dans son exposition Mounici, le photographe présente une série de portraits et de paysages, des œuvres visibles jusqu'au 27 juin à Tropicatrium. On débute par l'élection du nouveau président du SMTVD. Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets tourne la page Belfort Birota, élu en 2022. Et pour le remplacer, c'est José Crampel qui a été choisi. L'élu du Lamentin et de la CACEM était opposé à Jean-Baptiste Rodsen. On fait le point sur cette élection avec Dorian Cayula. Le SMTVD s'est réuni pour élire son nouveau conseil et cette fois-ci, Belfort Birota passe le flambeau. Élu à la ville du Lamentin, José Crampel s'est imposé avec 18 voix face à Jean-Baptiste Rodsen. Le nouveau président du SMTVD est déjà conscient des nombreux défis qui l'attendent. Il s'agit pour nous de poursuivre le redressement initié durant la mandature précédente et de rendre performant cet outil qui est un outil majeur pour notre territoire. Travailler sur les 3 axes les plus importants. Maintenir l'équilibre budgétaire du SMTVD, poursuivre la réhabilitation et la modernisation de nos infrastructures, et puis maintenir un dialogue social. C'est le plus important. La question financière se pose également pour cette nouvelle présidence qui souhaite innover afin de moins dépendre des financements des EPCI. La réflexion, c'est d'aller un peu plus loin, notamment en matière de recettes propres du SMTVD, parce que le SMTVD vit majoritairement des subventions des EPCI. Il s'agit pour nous de réfléchir et de développer, parce que nous avons un certain nombre de recettes propres, mais de mettre en place beaucoup plus d'outils pour pouvoir avoir plus de recettes propres et alléger un petit peu les subventions que nous donnent les EPCI, puisqu'elles représentent 80%, près de 35 millions, elles représentent 80% du budget du SMTVD. Pour l'ex-président, c'est l'occasion de dresser le bilan, mais aussi de donner quelques conseils pour l'avenir. À notre arrivée, il y a beaucoup de problèmes. Notamment, vous avez entendu parler de tout ce qu'on disait concernant le SMTVD, s'agissant de tous les scandales, de tous les problèmes, etc. Je ne reviens pas sur ça. Nous avons réussi à assainir tout cela. Et aujourd'hui, je peux dire, sans risque de me tromper, que les choses vont beaucoup, beaucoup mieux. Il faut absolument remettre en marche les structures qui nous rapportent de l'argent, qui génèrent des recettes. Une nouvelle ère se dessine pour la gestion des déchets en Martinique, portée par de nouvelles ambitions. L'actualité est aussi marquée par le statu quo dans l'affaire qui oppose RLDM à la mairie de Rivière-Pilote. D'un côté, le tribunal judiciaire rejette la notion de voie de fait concernant la pose d'un cadenas par Jean-François Baudol sur les portes du local de la radio. Et de l'autre, il déboute la mairie de sa demande d'expulsion de l'association. Un différend qui pourrait prendre la direction du tribunal administratif dans les prochains jours. Pour rappel, le maire de Rivière-Pilote reproche un manque de pluralisme à Radio Lévé Doubout Matinique. Cette autre information en bref, une importante saisie de drogue au large des Antilles. La Marine nationale a intercepté un navire de pêche sans pavillon le 9 mai dernier. À son bord, plus de 3 tonnes de cocaïne. Les 7 occupants de l'embarcation ont été placés en garde à vue. L'enquête judiciaire est confiée au service de l'Office anti-stupéfiants. On poursuit avec les craintes des agriculteurs face à la sécheresse. L'organisation patriotique des agriculteurs de Martinique tire la sonnette d'alarme. À Nouvelle-Cité, plusieurs professionnels affirment subir de plein fouet les conséquences des coupures d'eau. Outre la diminution de la ressource, ils pointent également des chantiers laissés en suspens. Les précisions recueillies par Dorian Cayula. Depuis 2002, à l'époque c'était la région, on avait foré. On a fait des recherches sur les eaux souterraines. Et une entreprise de Guadeloupe, que je n'ai pas le nom parce que c'est tellement vieux, puis c'est un autre collègue qui a ce nom-là, ils ont trouvé 6 rivières souterraines sur lesquelles ils ont capté les 3 rivières souterraines qui étaient les plus importantes
pour nous mettre de l'eau. Lorsque M. Marie-Jeanne a été élu à la région, ils ont entamé de mettre de l'eau pour les agriculteurs. Ils ont trouvé l'eau. Lorsque M. Marie-Jeanne est repassé au niveau de la CTM, il a lancé des travaux pour mettre en place le circuit d'irrigation pour l'ensemble des agriculteurs. Il y a 110 hectares. Hein. La problématique, c'est que depuis, ils n'ont jamais réussi à mettre l'eau. M. Letchimi a redémarré les travaux avec beaucoup de retard. Et Aqua BTP ayant fait faillite, il fallait relancer le processus d'appel d'offres. Ils ont fait un appel d'offres et ils l'ont donné à la CGA. Pour l'eau, on n'a pas d'eau. Au départ, moi personnellement, j'étais parti sur le maraîcher vivrier, mais c'était tellement difficile que j'ai dû arrêter carrément. J'ai remis une autre culture. Le pitaya, comme c'est un cactus, je me suis lancé dans la culture de pitaya et il me faut quand même de l'eau parce que c'est une plante qui demande, quand la sécheresse est trop important, il faut l'arroser au moins 2 fois par semaine. Non, il n'y a pas d'eau du tout. Donc, du coup, lorsqu'on a des productions, les productions sont moindres. Des fois, on arrive avec des fruits qui ne sont pas commercialisables, des récoltes qui ne sont pas commercialisables. On est obligé de jeter. Alors, on a créé un collectif au niveau des agriculteurs ici, avec quelques agriculteurs. On a créé un collectif et on a été devant le tribunal des Beaux-Nouveaux pour pouvoir faire en sorte que la CTM tienne à l'objectif qu'ils avaient de mettre le bout. La démarche a été prise en compte au niveau du tribunal. L'avocat devait être là présent là, avec nous sur le terrain et il n'a pas pu parce qu'il y a eu une audience en urgence. Tout autre chose, à présent, vous l'avez sans doute déjà croisé dans les rues de Fort-de-France, appareil photo à la main. Béni présente Mounici à Tropicatrium. Le photographie rend un vibrant hommage à la Martinique et à ses habitants. 34 portraits géants et clichés de paysages dans toutes les communes de l'île sont à découvrir jusqu'au 27 juin, aperçus avec Loïc Régis. Bienvenue à mon expo Mounici. Voilà, là vous êtes dans le lieu où j'ai mis toutes mes photos Mounici. Donc je vais vous expliquer le concept. Mounici, c'est une personne par commune, un paysage par commune et un poème fait par Yawa avec les interviews qu'on a récoltées des différentes personnes. Yawa a fait un poème pour chaque personne. 34 portraits et clichés de paysages effectués dans toutes les communes de l'île. Béni nous livre, à travers l'exposition Mounici, son regard sur la Martinique. Une vision centrée sur l'être humain. Le photographe recherche la simplicité, le naturel avant tout. J'ai choisi le fond noir pour ne pas avoir de distraction. Je voulais que les gens voient le portrait, d'où les gros plans. Donc les gens voient bien le regard des gens, le sourire et tout. C'était le but recherché. Ce sont des gens connus dans leur commune, pas forcément dans la commune d'à côté, hein, mais ce sont des gens qui ont soit mon associatif, soit la marchande de pistaches, soit enfin un peu de tout. Il y a même une jeune dentiste du Saint-Esprit qui a accepté tout de suite. Et vraiment, je suis content de cette expo. J'ai le résultat que je voulais. Au milieu de tous ces clichés, un retient son attention, celui d'une ancienne ouvrière agricole avec un regard particulièrement captivant. J'aime beaucoup celle-là pour la profondeur du regard de cette dame qui est centenaire. Et en fait, quand j'ai fait les photos, je n'ai pas vu tout de suite. C'est en entrant à la maison, en mettant sur l'ordinateur, je me suis dit, ah, voilà, les photos. C'est une dame qui parle bien, tout, qui est fatiguée, hein, puisqu'il y a quand même le poids des âges. Elle a travaillé dans la banane, dans la canne. Pour moi, c'est le portrait, quoi. Le regard. Je ne sais pas si tu vois son regard, mais le regard est profond. L'artiste découvre sa passion pour la photo à l'âge de 15 ans lors du carnaval. Depuis, elle ne l'a jamais quitté. Il a perfectionné sa technique et développé son amour pour un style bien précis, le portrait. J'aime le portrait parce qu'en général, j'aime faire des photos avec la présence d'humains. Ça peut être, même si c'est un paysage, il faut qu'il y ait des humains, il faut qu'il y ait un truc de ce genre. Mais j'aime particulièrement les portraits parce que je trouve que dans le portrait, on voit bien la personnalité de la personne. Et encore plus maintenant avec les portraits sérieux comme j'ai fait là, mais c'est vrai que j'avais une habitude de mettre que j'ai l'habitude toujours, sur les réseaux, de mettre le portrait du jour. Donc j'ai toujours aimé le portrait. Je ne vais pas dire que je suis comme les gars, un grand portraitiste, mais j'aime le portrait, j'essaie de les faire le plus naturel possible. D'ailleurs, toutes ces photos sont faites sans retouche. Refléter l'âme, sans jugement, mais juste figer un instant avec simplicité, c'est le credo que se donne le photographe Béni. Après 8 mois de résidence à 16 mètres carrés, l'artiste propose une exposition visible à Tropicatrium jusqu'au 27 juin.
Après ces magnifiques images, place au sport. L'épilogue de la saison de handball se jouera ce soir et demain au Palais des Sports du Lamentin. Comme l'an dernier, la finale de la poule des As oppose l'Arsenal du Robert à l'Entente Meg chez les femmes. Match aller ce soir 20h. Et dans la foulée, chez les hommes, l'USC Citron affronte le Club Sport, là encore, pour un remake de la saison 2025. Sur l'eau, alors que les marins arrivent à Fort-de-France depuis lundi en début d'après-midi, certaines embarcations de la Cap Martinique sont encore en course. Pour sa 3e édition, la Transatlantique a tenu toutes ses promesses et on en parle avec Luc de Grandmaison, 12e vice-président de la CACEM. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, cette transatlantique, la Cap Martinique, 3e édition, un très beau spectacle sur l'eau déjà et des embarcations qui arrivent depuis lundi en Martinique. Comment, en termes d'organisation, comment tout cela se traduit au niveau de l'étang Abricots, puisque c'est la ligne d'arrivée pour toutes ces embarcations? Donc, si le port de plaisance donc de l'étang Abricots accueille effectivement cette manifestation pour la 2e fois, ce qui a demandé au port de se réaménager de façon à ce que ces 45 bateaux, donc 3 abandons, donc 42 bateaux qui vont franchir la ligne d'arrivée en baie de Fort-de-France et qui seront donc abrités et qui vont séjourner pendant une quinzaine de jours dans cette structure qui a été construite et voulue pour ce genre d'événement, ce qui nous permet de pouvoir avoir de l'expérience avec le personnel et nous mettre à disposition de ces marins qui ont traversé l'Atlantique, qui reste un défi. En termes de retombées, ça représente quoi aussi pour le port de Plaisance? Aujourd'hui, le port de Plaisance, qui a une vocation à une extension et a une obligation de se faire connaître en Europe, de façon à ce que pendant l'hiver, les places de passage mises à disposition puissent être occupées le plus que possible par... Donc c'est une promotion. Et donc aujourd'hui, cette régate amateur qui a un défi sur chaque embarcation a un engagement sur une cause, soit de santé, voilà, qui permet aujourd'hui de faire une promotion à travers la France, l'Europe, et surtout d'être dans les journaux, dans les magazines de voile, et qui permet que Fort-de-France, l'étang Abricots, soit une terre d'accueil pour puisque ce sont des amateurs, pour que ce soit les amateurs, les professionnels, on s'en occupe avec la grande régate, mais les amateurs aussi, on ne les néglige pas, ce qui leur permet en basse saison, de permettre aussi à nos exploitants, nos artisans locaux, parfois de faire une petite réparation, de mettre un bateau à terre pour réparer un safran. Et donc, c'est une économie qui fonctionne, qui n'est peut-être pas visible, mais aujourd'hui qui fonctionne régulièrement et qui aujourd'hui est un complément d'activité pour la Martinique. Et vous l'avez dit, un événement qui permet aussi de se tourner vers l'extérieur. Cette course a pris son départ depuis la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Oui. Alors le départ était prévu le 19 avril, finalement les embarcations sont parties le 20 à cause de la météo. Vous étiez présent d'ailleurs à la Trinité-sur-Mer au mois d'avril. Qu'avez-vous dit à vos homologues du Morbihan? Le Morbihan, c'est un jumelage entre la baie du Morbihan, qui est classée parmi les plus belles baies du monde, la baie de Fort-de-France, qui est classée parmi les plus belles baies du monde, des restaurateurs qui ont fait des menus martiniquais, une promotion de l'île sur toute cette côte qui permet aujourd'hui de vraiment s'ancrer dans les échanges. Un savoir-faire, des bénévoles que je remercie, qui s'attellent à faire cette régate, et nos bénévoles aussi qui apprennent à faire ce genre de manifestation. Et donc, c'est un échange très enrichissant pour les deux parties, je pense, et qui nous permet d'avancer sur une problématique intéressante, c'est-à-dire que l'océan doit être respecté, on doit le découvrir, on doit le protéger avec l'environnement. Donc, ce sont des échanges permanents qui nous permettent vraiment d'être dans le concret et de voir l'avenir sur ces 1000 anneaux de l'étang Abricots. Nous voulons passer à 1000 anneaux. Ce qui veut dire qu'on aura de la place pour recevoir. Donc, il faut préparer tout ça et c'est ce travail que nous faisons. Et justement, pour revenir sur l'organisation, je crois savoir que les plaisanciers, ceux qui ont leur bateau à l'étang Abricots en temps normal, ont mis aussi la main à la pâte et qu'ils ont libéré les places volontiers, j'ai envie de dire. Mais je les remercie, c'est une solidarité. Et c'est bien pour ça que c'est un monde de partage. Si jamais vous tombez en panne en mer, ce que je ne souhaite pas, vous allez trouver un plaisancier qui va vous ramener. Si vous avez besoin d'une pièce à quai, il y a un plaisancier qui va vous dépanner. Donc c'est un partage. Donc ça fait plusieurs années que nous faisons ce genre de manifestation. On a fait le boat show à l'étang Abricots. Il faut animer le port. Le port ne doit pas être un hangar à bateau. C'est un lieu qui doit vivre, qui doit faire le partage, où les gens doivent se rencontrer, où on doit initier, on doit faire la transmission sur comment naviguer.
Et donc, c'est avec tout un grand amour que ces plaisanciers, je les en remercie, ont libéré leur place pour pouvoir faire, pendant ces 15 jours, une place à nos visiteurs. Un dernier mot pour celles et ceux qui voudraient aller accueillir les derniers bateaux, peut-être voir aussi ceux qui sont déjà arrivés. Oui. La fête continue pendant combien de temps encore? Eh bien non, les bateaux vont continuer à arriver jusqu'à la semaine prochaine, puisqu'il y en a des qui sont plus lents, plus rapides que d'autres. Mais là, vous aurez des bateaux et puis le port est ouvert, vous pouvez venir y flâner. Nous avons une belle fresque qui est en train d'être réalisée. Vous êtes auprès de l'eau, vous avez de quoi vous divertir. Donc, c'est intéressant aujourd'hui, cette Martinique qui n'a pas de plan voile, puisqu'on avait un plan voile en Martinique par les collectivités qui n'est plus en fonction, mais intéresser les jeunes à la mer, apprendre à nager, naviguer, avec toute cette volonté que nous mettons avec les manifestations que nous avons, comme la semaine nautique de Chelchia sur le territoire, le Tour des Yoles qui va arriver, il faut s'approprier la mer. Elle est source d'emploi, source d'épanouissement, donc je pense qu'il faut y aller. Bien, merci beaucoup, Luc de Grandmaison, d'être venu nous parler de cette 3e édition de la Cap Martinique. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Et on s'intéresse maintenant à un autre événement nautique, le rendez-vous sportif de l'année en Martinique. Notre invité en a parlé il y a quelques instants, vous l'aurez compris, il s'agit du Tour des Yoles. Le parcours tant attendu a été dévoilé par la fédération avec le départ et l'arrivée à Sainte-Anne. Sandrine Claude. Qui dit 40e édition, dit événement d'envergure. Du 26 juillet au 2 août, le Tour de la Martinique des Yoles Rondes rythmera les grandes vacances. Premier symbole sans conteste de ce cru 2026, le retour de la ville de Sainte-Anne comme ville de lancement de la compétition. Un retour aux sources, puisque c'est dans cette même commune qu'avait été donné le tout premier départ du Tour, qui voyait le jour en août 1985. Avec ses plages de sable blanc et ses longues étendues, nul doute que la ville pourra offrir un décor spectaculaire pour le coup d'envoi de la première, puis de la dernière étape du Tour. Autre élément notable, le retour aussi du Robert. La commune du Nord-Atlantique retrouve sa place dans la compétition. Y aurait-il un lien avec la toute récente élection de l'ancien patron aux multiples étoiles à son actif? Difficile de le savoir. Cette année, la fédération mettra un point d'orgue à honorer lors de chaque étape les grands noms de la discipline. Chacune portera le nom de personnalités comme Alain Dédé ou encore Hervé Brival. En ce qui concerne le parcours, doté de 8 étapes, les villes d'accueil cette année seront Sainte-Anne, Le Vauclin, Le Robert, Trinité, Saint-Pierre, la capitale Fort-de-France, les Anses d'Arlet et Rivière-Pilote. Une compétition qui devrait être de haute voltige pour le plus grand bonheur des aficionados de cette tradition on ne peut plus martiniquaise. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. José Crampel est le nouveau président du SMTVD. Élu du Lamentin et de la CACEM, il succède à Belfort Birota. À la tête du syndicat de traitement des déchets, il devra faire face à de nombreux défis, dont celui du redressement des finances de la structure. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.